Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'avoir pris ce rendez-vous du Forum des rédactions. Et merci une fois encore pour votre fidélité. Ce soir, le Forum des rédactions sera consacré à deux sujets. Vous le savez, nous avons été frappés par une triste nouvelle. Nous avons perdu un digne fils de la République, un ministre de la République. Nous en parlons dans l'émission de ce soir, décès tragique du ministre Kwaro Yves Tchabi dans un accident de route. Deux points. Quelles sont les réflexions à mener? Est-ce l'éclairage public qui est encore en questionnement? Nous essaierons de trouver des pistes de solutions. Est-ce également l'excès de vitesse sur nos routes? Est-ce la fatigue au volant? Est-ce l'imprudence? De quoi s'agit-il? Plusieurs accidents sont déjà survenus sur cette route en 2024. D'ailleurs, le maire Luc Atropo également a été victime d'un accident en 2024 sur ce tronçon un peu avant Achéribé. Nous questionnerons nos débatteurs pour qu'ils puissent apporter quelques solutions. Mais également, on va parler de la zone industrielle de Glodjibé. Et le sujet est intitulé « Le miracle industriel de Glodjibé, le tombeur des visiteurs ». Parce que tous ceux qui vont là-bas ressortent émerveillés, voilà, le sourire au visage, le visage illuminé. Et quelle est la magie qui s'opère de l'autre côté de Glodjibé? On va en parler également avec les débatteurs. Qui sont-ils? Et cette émission réalisée par Marcel Yedo et Rebecca à ses côtés, mais également c'est Gérard Moussa qui est au son. Je vais vous présenter dans un court instant les débatteurs. Hugues Hector Zogo, bonsoir. Bonsoir Maurice, bonsoir Omar, bonsoir également aux téléspectateurs. Vous êtes journaliste, vous êtes analyste politique, vous êtes directeur de publication de l'Indépendant. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes également écrivain. C'est moi qui vous remercie pour cet honneur que vous me faites. À ma droite, c'est Oumar Diandjou. Bonsoir. Bonsoir Maurice, bonsoir Hector, bonsoir chers téléspectateurs. Et il faut rappeler que vous êtes également analyste politique, vous avez d'autres cordes à votre arc, c'est comme ça on le dit. Hein. Voilà, et merci aussi pour votre disponibilité. Voilà, nous allons donc partir sur le premier sujet. Oui, le Bénin est en deuil, il a perdu un digne fils dont tout le monde parle après 3 années passées à la tête de son ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Le ministre Kwaro Yves Tchabi nous a quittés. Hier, je vais dire ce jeudi, autour de 21h, dans un accident, un peu à la sortie de Tchatchou, vers Parakou. Et les Béninois sont vraiment choqués, il faut le reconnaître, et c'est de ça que nous allons parler. Voilà, quels sont donc un peu sur nos routes ces éléments qui peuvent amener au décès tragique de ces cadres dans notre pays? C'est fréquent maintenant, ces genres d'accidents. Quand ça arrive aux populations lambda, parmi lesquels il n'y a pas de cadre forcément, il n'y a pas d'autorité, peut-être qu'on n'est pas vraiment informé, mais quand ça arrive aux autorités, nous devons nous arrêter et nous poser des questions. Oumar Adéandjou, je m'adresse à vous. Vous avez reçu l'information comme tous les Béninois. Quelles sont les analyses que nous devons faire sur ces cas qui arrivent et qui doivent nous faire poser des questions, nous faire prendre des décisions et puis d'être un peu plus prudents? Oui, les analyses sont de deux ordres essentiellement, à mon humble avis. Analyse d'abord en tant qu'humain,
humain, individu qui vit sur la terre, homme de race humaine, enfin, je ne sais pas comment vous le dites, voilà, humain qui vit sur la terre, on doit savoir que la mort, comme on dit dans moi, ma langue, la mort est un grand costume que nous avons tous déjà cousu et quand le moment viendra, on va devoir donc le porter. Et donc ce costume-là, nous l'avons déjà tous, c'est là, on parle du agbada, c'est-à-dire c'est un grand agbada que tout le monde a et quand le moment vient, on va absolument donc porter donc notre agbada. Donc, on ne connaît ni l'heure ni le jour. Voilà, on ne connaît ni l'heure ni le jour. Autant aujourd'hui même on peut prévoir même l'arrivée de quelqu'un sur Terre, c'est-à-dire sa naissance, mais par contre la mort, on ne la connaît pas. Parce que même le maladif, le grabataire peut rester en vie pendant que, voilà, de rester voilà, en vie. pendant que l'autre qui est bien portant finalement, le ministre Yves Chabi Kwaro, qui part donc dans un accident tragique. Et l'autre chose également, c'est que nous devons rester humbles dans tout ce que nous faisons. Ça, c'est l'une des principales, comment on appelle, l'une des principales leçons que la mort nous apprend de manière générale. Donc, tout d'abord, permettez, avant d'aller vite en besoin, je présente d'abord toutes mes condoléances à sa famille, parce que c'est le principal au départ. C'est les personnes les plus, comment on appelle, les plus touchées par le drame. À sa famille, aux membres du gouvernement, au président de la République. Parce que eux, tout de suite, c'est pas sûr qu'eux, ils aient envie peut-être même d'entendre l'analyse que nous avons fait au-delà de tout cela. Mais ils sont touchés par ce drame. Ils n'ont même pas de mots pour exprimer ce qui leur arrive en ce moment. Parce que beaucoup d'entre eux, par exemple, ont été appelés lors de l'émission de ce matin pour essayer de réagir. Mais ils n'arrivent pas à trouver le mot. Ils n'arrivent pas donc à comprendre ce qui leur arrive. C'est le monde qui s'écroule autour de nous lorsqu'on perd comme ça un digne fils, un camarade, un ami, un collègue, une personne avec qui on a l'habitude de travailler, quelqu'un qu'on vient de voir tout de suite et qu'on nous apprend tout de suite qu'il est parti. On n'a pas forcément les mots, toute la lucidité qu'il faut pour faire le travail. Mais bon, nous sommes journalistes, on doit pouvoir tirer la leçon, comme on dit, de tout ce qui nous arrive, de tous les événements. Et ça aussi, c'est un événement tragique, soit-il, mais c'est un événement dont nous devons tirer leçon. Et donc, je tirais déjà la leçon sur le plan humain. Je disais tantôt que en tant qu'humain, on doit savoir que la mort est là et qu'elle nous guette tous. L'autre chose, c'est que face à la mort, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de rang social, il n'y a pas de pauvres, il n'y a pas de riches, il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas de simple citoyen. Tout le monde est, c'est-à-dire on a la même enseigne devant la mort. Nous sommes tous égaux et c'est le principe, le seul principe devant lequel cette vérité-là est juste. On dit souvent on est tous égaux devant la loi. Je l'ai dit par exemple ce matin sur un autre plateau. On est tous égaux devant la loi. Croyez-moi, ce n'est pas toujours juste. Votre rang social, quelquefois, peut vous permettre d'avoir une petite situation atténuante face à un juge, face à un homme de justice. Mais par contre, face à la mort, il n'y a pas de situation atténuante. Quand ça arrive, quand ton heure sonne, tu pars. Et elle nous laisse vraiment sans vie. Et tout le monde finira par là. On va tous finir en gisant 6 pieds sous terre et dans nos tombes. Et voilà, ça sera la finalité de tout le monde. Et donc, face à cela, nous devons rester humbles. Et cette humilité-là, c'est cela que je veux pour tous les citoyens béninois, pour tous les humains de manière générale, mais surtout pour tous ceux qui nous dirigent. Savoir que, attention, je ne suis pas super par rapport à l'autre, je ne suis pas supérieur, je ne suis pas un demi-dieu. Il y a quelque chose au moins devant lequel nous sommes tous, enfin devant laquelle nous sommes tous égaux, c'est la mort. Et devant la mort, tout le monde est le même. Quand vous allez dans un cimetière, autant on a enterré des pauvres là, autant on a enterré donc des riches. Cela dit en passant, revenons maintenant sur les circonstances de l'accident. Apparemment, le chauffeur il tentait donc de faire un dépassement. Il y avait un véhicule articulé, c'est-à-dire les poids lourds qui ont des remorques là, voilà. Donc lui, il voulait dépasser et au même moment, il ne s'est pas rendu compte qu'il y avait encore un autre poids lourd qui venait de devant. Donc en voulant éviter celui qui vient de devant, il est finalement rentré dans celui qu'il essayait de dépasser et le drame est arrivé. Et c'est le moment de dire, par exemple, à tout le monde que la vitesse ne fait rien de bon.
Il y a un adage que j'aime répéter, c'est rien ne sait de courir, il faut partir à point. Celui qui a pensé ça a très bien vu. L'essentiel est de bien s'organiser et aller tout doucement, partir au bon moment. Parce qu'une fois qu'on ne part pas au bon moment, on sera tenté de filer. Et lorsqu'on file, on n'a pas le bon temps de réactivité pour pouvoir faire face donc, au danger. On ne peut pas réagir aussi bien que lorsqu'on va tout doucement. Vous voyez un peu. Donc, attention donc, à la vitesse. Et aussi appeler toutes nos autorités. Leurs agendas sont très chargés. Et très chargés, ce n'est pas de leur faute, c'est parce que nous leur demandons beaucoup aussi. Vous voyez un peu. Et quelquefois même, leur journée, ils se lèvent le matin, ils savent ce qu'ils doivent faire, mais ils ne savent même pas à quelle heure il va finir tout ça. Quelquefois même, ce qu'il a programmé, il y a peut-être même 2 fois plus qui se sont ajoutés au cours de la journée, compte tenu de tout ce qu'il y a comme événement, par exemple, dans la journée. Je prends juste un exemple. Hein. Vous allez dire peut-être que je suis un peu trop long sur le sujet. Quand le ministre Kouaro était en train de perdre la vie en ce moment-là, il y a d'autres autorités qui étaient obligées dans cette nuit-là du 19 de se lever et d'aller sur le terrain. Et ça, ils ne l'avaient pas prévu. Mais en tant qu'autorité, c'était une obligation. La vice-présidente, par exemple, elle était obligée de se lever cette nuit-là, sortir de chez elle pour aller. L'ancien président de la Cour constitutionnelle, Diogbenou, apparemment, lui aussi, il s'est déplacé. Ah bon? D'après les informations qu'on a eues, ces personnes-là, certainement, se sont déplacées sur les lieux. Au-delà de cela, d'autres autorités également, sur le plan judiciaire, sur le plan donc, de la police, étaient obligées de sortir de chez eux cette nuit-là pour pouvoir aller là-bas. Donc, leur agenda, quelquefois, ne leur appartient pas. Leur temps ne leur appartient pas. Ça appartient pratiquement à la République lorsqu'ils sont à ce niveau-là. Donc, vous voyez un peu, c'est un peu compliqué pour eux. C'est là où moi, j'en appelle également à leur grande lucidité. Vous savez, il y a un autre adage qui dit que la plus belle femme du monde ne peut offrir que ce qu'elle a. Voilà, c'est une manière de dire simplement que lorsqu'on est face à l'impossible, lorsqu'on voit que vraiment on est déjà un peu trop acculé, c'est mieux que 2-3 personnes qui n'ont rien compris à la tâche vous critiquent plutôt que d'aller peut-être risquer sa vie. Et aussi, peut-être pour finir, et laisser la parole aussi à Hector, les CVA, les chauffeurs de véhicules administratifs, et leur dit franchement de savoir raison garder aussi et de pouvoir s'exprimer. C'est très important. Chacun a son rôle dans la République. Autant l'autorité, lui... S'exprimer, c'est dire je suis fatigué. Oui, je vais y arriver, oui. Oui, de pouvoir dire leur état d'âme. Patron, je suis fatigué. Voilà, il faut pouvoir dire un certain nuit. nombre de choses. Parce qu'il y a des patrons, il y a des gens qui aiment par exemple un chauffeur très particulièrement, alors que ce même monsieur-là, c'est peut-être lui qui fait ses courses, c'est lui qui va aller faire ci, c'est lui qui va aller acheter ci, c'est lui qui va aller prendre madame à tel endroit, il va aller chercher l'enfant, il va aller donc... Et finalement, le monsieur, à un moment, il est fatigué. Mais connaissant son grand professionnalisme, connaissant sa manière d'être, par exemple, très assidu, son sérieux au volant, et on va toujours lui faire confiance, on va dire non, c'est lui qui est bon. Alors qu'à un moment, on peut perdre véritablement sa lucidité, quel que soit son degré de conscience. Face au sommeil, face à la fatigue et le sommeil qui vient, on perd sa lucidité. Même si vous êtes l'homme le plus conscient de la Terre, l'homme le plus prudent de la Terre, quand la fatigue est là, il faut pouvoir dire « Ah, patron, vous avez travaillé toute la journée, certainement, dans votre bureau, et encore là, vous allez vous asseoir derrière. Peut-être pas le dire en ces termes-là, mais vous allez vous asseoir derrière et vous serez tranquille derrière. Mais moi, je ne peux pas. Je suis un peu fatigué, monsieur le ministre. Permettez-moi, accordez-moi 30 minutes de sommeil, accordez-moi 1 heure de sommeil, permettez-moi de me reposer ce soir. On va démarrer demain matin et je vais donner le meilleur de moi-même et on sera là-bas à temps, par la grâce de Dieu. » Voilà des choses aussi qui peuvent se faire. Et il ne faut pas se limiter seulement aux chauffeurs des véhicules administratifs. Il faut aller également à tous les chauffeurs de particuliers aussi, dans le secteur privé, même les particuliers à la maison qui ont des chauffeurs qu'on envoie à gauche, à droite, c'est lui qui fait ci, c'est lui qui... On oublie quelquefois, voilà. Et nous aussi, là je mets un accent sur les particuliers surtout. Nous qui embauchons des chauffeurs, faisons très attention, parce que le Béninois a ceci de très particulier. On va me dire que c'est très humain, mais au Bénin, c'est très accentué. Dès que le Béninois te paye quelque chose, il estime que tu deviens sa propriété. Les Béninois sont comme ça. Dès qu'il te paye quelque chose à la fin du mois, il estime que tu es devenu sa propriété. Tu ne peux plus avoir de vie à part lui, parce qu'il te paye quelque chose à la fin du mois.
Vous voyez un peu. Donc, ça fait qu'on accule les chauffeurs, on accule les employés et au finish, lorsqu'il y a des fautes graves, lorsqu'il y a des erreurs dues à la fatigue, c'est des erreurs qui finalement peuvent se révéler être très, très, très tragiques. Bon, voilà, on ne va pas dire que c'est forcément, je ne mets pas le tort forcément sur voilà, dans le cas du décès du ministre Yves Chabi-Quaro, mais nous essayons comme ça de dire un peu tout ce qui peut peut-être être à la base. Et pour finir, une fois encore, mes condoléances à toute sa famille, à tous ses proches, aux membres du gouvernement et au président de la République. Hugues-Hector Zogo, sur la route, il y a des principes à respecter. On ne peut pas faire des dépassements aveugles sans pouvoir voir, par exemple, que de loin, il y a un autre véhicule qui arrive et quand surtout il arrive de dépasser, par exemple, deux gros porteurs, deux camions en même temps, il va falloir vraiment une grande visibilité pour savoir que de loin, il n'y a aucun véhicule qui sera un obstacle. Cela aussi appelle à la prudence, cela appelle également, je vais dire, à l'attention. Mais également, cela pose d'autres problèmes parce que ce n'est pas pour la première fois que des cas d'accident surviennent sur nos routes et ces cas-là ont donc impliqué des autorités de haut niveau ont été impliquées dans ces accidents. Je voudrais citer par exemple Benoît Degla, je voudrais citer par exemple tout récemment le maire Jean-Luc Atropo, je voudrais citer également l'ancien ministre Ahmed Akobi. Il y a plusieurs cas qu'on peut citer, Hugues-Hector Zogo. Je voudrais commencer par présenter mes sincères condoléances au président de la République, à tous les membres du gouvernement et à tout le peuple béninois par rapport à ce drame qui nous a fait perdre un de nos concitoyens. Et vous avez entièrement raison. Vous avez entièrement raison. Mais je dirais que face à la mort, nous n'avons malheureusement aucune force. Si c'est une question de destin, si vous deviez prendre par un incident pour répondre à l'appel de la mort, quoi qu'on fasse, ça adviendra. Seulement que dès qu'on se retrouve face à de pareilles situations, le bon sens nous recommande de pouvoir tirer leçon pour éviter d'éventuelles situations du genre à l'avenir. Et je crois, pour ma foi, que le premier facteur sur lequel nous devons tous travailler en tant que citoyens béninois, c'est la prudence. Nous devons la prudence sur les routes. Nous devons énormément être prudents sur nos routes. Parce que vous avez beau eu envie de faire de la vitesse, de un véhicule qui est en de très bonnes conditions, un véhicule dans un état neuf, mais une petite inattention peut vous pousser dans le décor. Absolument. Et en ce moment précis-là, vous ne pouvez malheureusement pas imaginer la conséquence. En tant que chauffeur, vous n'êtes forcément pas seul dans le véhicule. Vous avez peut-être votre patron qui est là. Vous avez d'autres membres de sa famille qui s'y retrouvent. Donc, je me dis, le premier facteur sur lequel nous devons travailler, c'est la prudence sur nos routes. Vous avez parlé du dépassement. Il faut avoir une vue
assez large avant de pouvoir s'engager. Rien ne nous presse. Absolument rien ne doit nous presser. C'est vrai que face au quotidien, face à la pression de la mission qui nous est parfois confiée, nous manquons de tact. Nous n'arrivons forcément plus à mesurer tous ces paramètres-là. Et on se dit, il faut y aller, il faut coûte que coûte y aller. Parfois même, soi-même, on est déjà en retard par rapport au programme. On en est conscient, mais on se dit, forçons un peu la voie. Mais au moment où nous sommes en train de vouloir forcer, est-ce que nous mesurons toutes les conséquences, tout ce qu'on pourrait vivre comme drame? Est-ce que nous mesurons un peu l'impact sur la vie de nos proches? Depuis hier, vous aviez vu, tout le peuple béninois se retrouve endeuillé. On sent de l'émotion quand vous écoutez quelqu'un ou quand vous lisez un compatriote à vous. Parce que tout le monde vous dira, ce ministre, c'est quelqu'un de très calme, c'est quelqu'un qui ne se mêle pas, très travailleur. C'est-à-dire que ce n'est pas une sorte d'hypocrisie où quand quelqu'un meurt, on se permet de faire juste de l'éloge. Effectivement, il est ou il a été tout ce que nous sommes en train de lire le concernant. Et donc, ça devient une perte pour toute la nation. Il y a des gens qui ne l'ont jamais rencontré, des gens qui ne l'ont jamais croisé. Ils ont juste eu l'opportunité de suivre des reportages télé et à travers la manière dont ils gèrent les dossiers d'État, ils se disent, ce monsieur, franchement, c'est un bon cadre de la République. Le chef de l'État a pu trouver un bon cadre qu'il a placé à ce poste-là. N'est-ce pas le moment de réfléchir, par exemple, à l'éclairage public qui fait défaut? Ce n'est pas que sur ces routes-là qu'on observe, qu'on enregistre des morts. On en a vu à plusieurs reprises devant le campus, dont par exemple, Montant Kérékou, qui est décédé dans un accident sur cette route-là, parce que les routes ne sont pas éclairées. On a de cesse d'en parler. Ici, est-ce que ce n'est pas le moment encore de se poser des questions sur le questionnement, puisque ce n'est pas un problème de l'état de nos routes. Quand même, le gouvernement en place en a fait beaucoup. Aujourd'hui, les routes, il y en a. On peut voyager dans des conditions plus aisées sur nos routes. Mais l'éclairage pose problème, Hugues-Hector Zouko. Vous avez entièrement raison. Voyez-vous, l'État aujourd'hui se retrouve à vouloir tout faire. Parce que nous avons suffisamment de chantiers sur lesquels tout est urgent. Et chaque gouvernement installé travaille à répondre à ce qu'on appelle les exigences sociales. Et l'énergie électrique, l'éclairage de nos routes fait partie quand même de ces priorités-là sur lesquelles on doit pouvoir travailler. Vous aviez rappelé sur plusieurs plateaux de nos émissions ici, nous n'avons pas manqué de rappeler l'importance d'éclairer nos routes. Vous aviez donné le cas de la route qui passe juste devant l'université d'Abomey-Calavi. Oui. Vous aviez vu le nombre de compatriotes que nous avons perdus. Les autorités n'en parlent pas. Mais les citoyens ordinaires qui n'occupent peut-être pas de postes de responsabilité assez élevés, dont on ne parle pas, l'effectif est assez consistant, c'est élevé. Mais moi, parfois, face à ces drames-là, je me dis, mais qu'est-ce que nous faisons? Pourquoi
nous retardons en fait le processus. Vous l'aviez rappelé tout à l'heure, le gouvernement a réalisé des routes de très bonne qualité. Et ça aussi, ça donne sans doute envie à nos chauffeurs de rouler à une vitesse excessive. Donc, non seulement le défi de l'éclairage public, qui reste un défi pour nos gouvernants, mais nos chauffeurs, les personnes qui se retrouvent aussi devant leur volant, doivent travailler inéluctablement à ne pas faire de l'excès de vitesse sur nos routes. C'est vrai que nous avons des boulevards. Parfois, je me dis, quand vous prenez le boulevard de la Marina, qui quitte le carrefour à l'autorité nationale, de la loterie nationale à l'aéroport, tout le temps, il y a le radar sur la voie. Et vous aviez la présence de la police républicaine. Et pourtant, c'est un boulevard. C'est un boulevard. On aurait pu nous permettre d'aller à n'importe quelle vitesse. D'aller à volo, comme on le dit. Comme on le dit. Mais la police est là pour nous rappeler que ce n'est pas parce que nous avons un boulevard que systématiquement, nous devons aller à une vitesse excessive. Donc, on doit pouvoir, d'une manière ou d'une autre, travailler dans notre conscience collective et individuelle pour qu'on comprenne que, bien que nous ayons un véhicule à l'état neuf, bien que nous ayons des routes de très bonne qualité, ou un chauffeur extraterrestre, ou un chauffeur extraterrestre, il y a le défi de la vitesse limitée qui doit pouvoir être respectée. Oumar, un mot sur l'éclairage en questionnement. Oui, l'éclairage de la route, c'est essentiel. C'est comme Hector l'a rappelé tout à l'heure, on a fait ce débat-là, mais à maintes reprises sur ce plateau, et par rapport notamment à la voie, le tronçon Godomé à Kassato, c'est-à-dire le tronçon qui traverse toute la portion de la voie inter-État qui passe devant le campus et qui traverse tout à Boumé-Calavi. Cette portion-là, par exemple, n'est pas éclairée. Et ça, on a de cesse de crier tout le temps. Moi qui emprunte cette voie-là tous les jours, je sais ce que c'est. C'est mal éclairé, c'est compliqué, surtout avec les toka-toka qui garent à tout bout de champ au bord de la voie. C'est vrai que la police fait beaucoup d'efforts maintenant pour les empêcher, mais ça se passe tout le temps. Et voilà, c'est tout cela aussi le gros problème. Et puis les gros porteurs qui à tout moment roulent quelquefois, on parle de vitesse, mais eux c'est le contraire. Les voitures, les camions sont tellement surchargés quelquefois qu'ils vont vraiment c'est-à-dire à une vitesse à pas de tortue, voilà, à une vitesse tellement lente où tu es bien obligé de dépasser. Tu es obligé de dépasser si tu veux vraiment aller là où tu t'en vas. Et c'était tellement le cas aussi de Mélich Chavicor. Il était bien obligé de dépasser. Ils sont bien obligés de dépasser, mais c'est tellement qu'est-ce qui s'est passé et puis ils n'ont pas vu l'autre camion qui venait en face ou bien l'autre véhicule qui venait en face. Voilà, peut-être que c'est un souci d'éclairage. Donc, il faut éclairer nos voies, c'est essentiel. Et c'est là où je rappelle à beaucoup de personnes. Lorsque je parlais, il y a quelques mois en arrière, on parlait des routes qu'on construisait. Il y a un mot que j'aimais beaucoup employer. Je dis que la route, c'est le principal. C'est le soubassement de tout développement. C'est le début de tout. La route, quand la route est bonne, tout suit. Quand la route est bonne, c'est le début de la sécurité également. Quand la route est bonne, c'est qu'une fois qu'il y a l'éclairage, c'est une partie de la sécurité qui est réglée. Comment on appelle, un malfaiteur qui va se cacher quelque part, la route est bien éclairée, on va te voir. Vous voyez un peu, une voiture qui roule mal, on va bien. Les marchandises qu'on va transporter, la route, c'est le soubassement de tout. Il faut sécuriser nos routes, ça c'est la première des choses. Il faut également en faire beaucoup pour que nous puissions aller de part et d'autre du pays. Puisque plus plus nos localités ne seront plus enclavées, mieux les marchandises vont les parvenir, mieux également les produits qu'eux aussi produisent là-bas pour générer quelques revenus vont pouvoir quitter facilement les endroits. Donc, mieux le pays va se développer et mieux également on sera en sécurité. Donc, l'importance de la route, c'est cela également. C'est le décès de l'un des meilleurs d'entre nous. Et ce n'est pas un superlatif, le meilleur, c'est l'un des meilleurs d'entre nous qui part là, le ministre Chabi Kouaro. À 52 ans. À 52 ans, un âge, on va dire, mais
c'est-à-dire c'est là que la vie commence en Fleur réalité. de l'âge. Voilà, il part vraiment au moment où le pays a le plus besoin de nous. Et en plus de ça, il tombe vraiment les armes à la main. Ouais. Il était en mission. Ouais. Il partait pour donc la vulgarisation, La journée de l'alphabétisation. la vulgarisation de nos langues maternelles. Comment on appelle, un combat tellement noble que moi personnellement j'adore, parce que moi je suis né à l'étranger et nos langues maternelles, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné, c'est quelque chose qui m'a toujours fait plaisir, parce que j'ai toujours eu envie donc d'apprendre ces langues-là. Donc je disais que nos routes, c'est l'essentiel. Il faut vraiment faire le nécessaire pour que nos routes soient vraiment sûres. Quand les routes sont sûres, le reste, ça viendra après. Le reste, la police va s'en charger. Le reste, chacun devra prendre conscience que, attention, ce n'est pas parce que je suis dans un bolide de l'État, parce que c'est des grosses cylindrées quelquefois qu'on leur donne, parce qu'ils font de longues distances. Donc, ce n'est pas parce que je suis au volant d'un bolide de l'État que je vais me permettre d'aller à toute allure, à vive allure, à toutes ces choses-là. On ne dit pas que quelqu'un est fautif par rapport à la mort de ministre Chabib Kwaro. Non, c'est pas ce que nous disons, mais nous disons simplement que tirons quand même quelques leçons, on ne sait jamais, pour éviter que ces choses arrivent. Parce que celui qui part, je l'ai dit tantôt, c'est l'un des meilleurs d'entre nous. Il n'y a qu'à regarder les éloges depuis le matin. Sur Matin d'Éden, on en a parlé. Il y a des gens qui vous parlent de son calme. Moi, j'ai remarqué véritablement son calme. Et son calme dont je parle, presque tous les ministres, ils ont cela, parce que c'est le poste qui le demande. Mais moi, je ne parle pas seulement de ce calme-là dans la gestuelle, dans la manière d'être. Non, moi, je parle du calme même dans le propos. Vous voyez, il y a une manière d'être également. Et ça, il l'avait. Quand il parlait, il disait juste ce qu'il fallait. Il expliquait ce qu'il fallait. Ce n'est pas le genre à utiliser des superlatifs. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas le politique habituel. Vous voyez un peu, c'est quelqu'un qui allait vraiment droit au but. On sentait qu'il y avait quelque chose chez lui qui était de l'ordre de l'humilité. Il y avait quelque chose chez lui qui était de l'ordre de l'humain. Parce que, vous voyez, lorsque vous regardez bien nos hommes, nos politiques, nos ministres, dès qu'ils sont à ces postes-là, on sent tout de suite chez eux, rien que dans l'attitude, des intouchables, des gens chez qui on ne peut plus arriver comme ça. Voilà. L'autorité, ça monte. Vous sentez ça, vous voyez ça dans le regard, vous voyez ça dans les gestes, dans le manière d'interpeller les autres. Voilà, donc il y a toutes ces choses-là. Par contre, lui, quand on le voyait, il y avait quelque chose qui était resté, qui était de l'ordre de la simplicité, de ce que l'être humain peut être. Et ça, c'était quelque chose de très salutaire chez lui, de très appréciable chez lui. Mais malheureusement, c'est celui-là que le Seigneur a décidé. Et c'est ça aussi la fatalité de la mort dont je parlais. Oui. Face à la mort, on n'a aucune force, on n'a aucun moyen de réparer quoi que ce soit. Quand l'heure sonne, on part. On présente toutes nos condoléances à ces familles, les familles éplorées en ce qui concerne les familles du ministre, mais les familles également du garde de corps, oui, mort sous le drapeau, les armes à la main. Et nous allons passer au deuxième sujet, le miracle industriel de Glodjigbe, le tombeur des visiteurs. C'est une interrogation. Oui, le thème vous fait moi ça me fait vraiment rire, le tombeur des visiteurs, tombeur dans le sens, le charmeur, quoi. Voilà, il charme les visiteurs. Charmeur. Et ça, c'est une réalité. Moi, lorsque j'ai vu le président Soglo, il y avait des images qui passaient de très belles images. Vous voyez un peu, ça c'est le Bénin. Nous sommes toujours au Bénin. Le travail de la réalisation, comment est-ce qu'on ne tombe pas Voilà. Le phénoménal contaminé, qui contamine progressivement Rebecca également. Voilà. À travers le des travail personnes bien très critiques du régime arrivent donc au niveau donc de Glodjigbe, au niveau de comment on appelle la GDIZ, mais ils deviennent dithyrambiques vis-à-vis du gouvernement. Ah bon? Ils chantent de vous langage. Avez fait ça? Ah mais ça c'est très bien. C'est dans ce pays que cela se passe. C'est dans ce pays que cela se passe. Là, vous me rappelez quelqu'un spécifiquement. Voilà, donc, vous voyez, c'est essentiel. Et ça, c'est le Bénin, ça fait vraiment plaisir. Mais quand est-ce qu'ils ont mis tout ce temps à installer tout ce que je vois vous voyez, sur ces images? Ce qui me fait le plus plaisir dans la GDZ... Regardez tous ces tuyaux-là. Voilà. Ça, c'est le département, certainement, qui s'occupe du coton, de la transformation du coton. Voilà, il y a d'autres départements, il y a d'autres industries là-bas. Donc, c'est toute une zone industrielle qui a été construite. Et c'est là où je vous dis, quand vous voyez l'importance d'une zone industrielle, quand vous comprenez l'importance d'une zone industrielle, vous comprenez que le gouvernement n'est pas resté à l'étape simplement de régler un problème. Non, on est allé bien au-delà. On a même innové. On a vu à quel point les choses sont très...
même sur le plan, comment on appelle, énergétique, j'ai l'impression que la zone est plutôt autonome. Il y a beaucoup de choses qui sont faites dans ce sens-là. Donc, c'est la preuve que le thème que vous avez choisi, les mots que vous avez choisis, vous ne les avez pas choisis au hasard. C'est vraiment quelque chose dont on tombe amoureux lorsqu'on arrive là-bas. Vous voyez un peu? C'est pratiquement comme un site qu'on va faire visiter à ceux qui viennent au Bénin, aux visiteurs, aux touristes, les gens qui viennent nous regarder. On peut encore les faire visiter. Ça devient vraiment un moyen également d'amener des visiteurs au Bénin. C'est tellement beau, c'est tellement grand. Moi, je passe juste devant, jusque-là. Et je vous ai dit sur ce plateau, il y a quelques jours, que la première fois que je découvre l'enceinte de Glodjigbe, c'est pas parce que j'y ai mis le pied. Je l'ai découvert sur une chaîne étrangère. Je regardais, je crois que c'était un après-midi, je regardais le journal de TF1, la plus grande chaîne généraliste de France. Je regardais le journal et j'entends le Bénin. Je monte le volume et je découvre une zone industrielle, mais exceptionnelle, beau, avec des plans aériens, où on explique que le coton désormais béninois est transformé. Mais j'ai une grande fierté qui est montée en moi. Il dit, mais c'est pas possible. Dans ce Bénin-là, mais ce talon, il a frappé fort finalement. Ça, c'est très bien ça. Et puis, quelques jours après, il y a des gens qui m'ont tapé. Ah, calme-toi, hein, on est dans le secteur ensemble. Hein. Ces gens de reportage, là, ça peut être initié. Ils disaient, non, on va enjoliver les choses, calme-toi, on va voir. Et on s'est calmé, je me suis vraiment calmé. Je me suis dit, bon, c'est vrai aussi. Une fois qu'il y a les moyens de l'État, pourquoi on peut embellir les choses et faire croire. Mais il n'y a pas, quelques jours après, les autorités ont commencé à visiter, autorités à divers niveaux, et puis le propositions, tout le monde. Est-ce que vous avez écouté les mots du président Soglo? Mais j'ai dit qu'il a changé de langage sur ce plateau, je l'ai dit. Mais comment est-ce qu'on peut basculer d'un camp à un autre comme ça, rien qu'en voyant seulement les réalisations à 180, voilà, à 180 degrés. Rien qu'en regardant les réalisations de celui qu'on passe tout le temps à critiquer la gouvernance. Voilà, et on regarde ces réalisations et on se dit, ah mais c'est pas possible, il a pu réaliser ça. C'est incroyable. Donc, c'est un joyau, c'est même un miracle, comme l'a dit, je crois, c'est le journal La Nation qui a parlé de miracle. Fraternité. Voilà. Ils ont parlé de miracle. Un miracle industriel. C'est un miracle industriel. Parce qu'on aurait pu se limiter à créer juste une zone industrielle, quelque chose de terre à terre, pour éviter la pollution sonore dans nos grandes villes, pour éviter donc, comment on appelle, la pollution à tous les niveaux, même je vais dire, pour éviter même la pollution visuelle, parce que chez nous, les habitations sont là, les usines sont à côté, on voit la fumée des usines qui sort pendant que quelqu'un vit à côté. Et tout le temps, on a chanté ça, notamment dans une zone où il y avait une cimenterie. Je ne vais pas mettre l'accent sur beaucoup de choses. Donc si aujourd'hui, on arrive à créer une zone industrielle avec tous les moyens technologiques qui sont les meilleurs en ce moment, moi je pense que c'est quelque chose qu'il faut saluer. On ne s'est pas seulement limité à créer quelque chose comme ça, rien que pour déplacer des gens, mais on a fait quelque chose non seulement de bien et de beau. Et on a donné de l'emploi, des milliers d'emplois à des gens. Le temps viendra, ça aussi on va en parler, le nombre de personnes qui sont employées là. Tout à l'heure on a vu rien que des choses dans le secteur du coton, il y a le secteur de l'acajou, il y a beaucoup d'autres secteurs. Et ce gouvernement, moi je tiens vraiment à saluer cet effort-là qu'ils ont eu à faire. Hugues Hector Zogo, oui, le président Nicéphore Soglo était sur les lieux. D'autres ne s'en lassent pas d'aller visiter périodiquement. Mais également, le dernier, c'est les conseillers, les ministres conseillers, les 12 ministres conseillers qui étaient sur les lieux, je crois c'est mercredi dernier ou mardi, je pense, non? Hector Zogo, vous confirmez? C'est mercredi. C'est mercredi. Ouais. Alors, on a écouté leurs propos, ils étaient tous émerveillés, ils étaient loin, certains étaient loin de s'imaginer que tout cela se déroulait au Bénin. Et qu'au Bénin, ici, nous étions capables d'autant de prouesses. Et vous êtes d'accord avec moi? Je voudrais rectifier, c'est vous qui aviez raison, c'était plutôt le mardi. Le mardi? C'était plutôt le mardi qu'ils étaient à la GDIZ. À la GDIZ. D'accord. Et je crois que nous nous retrouvons ici face à un défi citoyen. Je le dis de cette manière-là pour que nous puissions nous départir de ce que je pourrais appeler la partisanerie politique. Vous savez, les questions relatives à la création des zones industrielles ne datent pas de ce régime-ci. Et je peux donner, par exemple, la zone industrielle de Gapé, qui,
naturellement, aurait pu être une zone pourvoyeuse de richesses, de création d'entreprises et de création d'emplois dans notre pays. Il y a d'autres zones qui ont été créées par l'État béninois dont on pourrait parler. Par le régime successif, vous voulez dire? C'est ce que je voulais dire. Même par le président Nicéphore Dieudonné Soglo, parce qu'il a pu porter en tant que chef d'État ce souhait-là pour notre nation. Mais ce qui devient extraordinaire ici, c'est pour moi la vision portée par un opérateur économique. Je me permets de le dire de cette manière-là pour qu'on puisse mieux comprendre ce qui justifie aujourd'hui le fait qu'on ait pu effectivement avoir une zone industrielle mise en place pourvue d'entreprises opérationnelles, pourvoyeuses de richesses et qui ait permis qu'on ait créé suffisamment d'emplois dans notre pays. Parce que le chef de l'État, avant de se retrouver à ce poste, il était un opérateur économique. Quelqu'un qui ne rêvait qu'économie. Là, on se retrouve dans la période de la commémoration des 35 ans de la conférence des forces vives de la nation. Ce qu'on oublie souvent de rappeler à nos compatriotes béninois, c'est quoi? C'est que dans les actes de la conférence nationale, ce n'était pas que de travailler à une vision politique du pays. Non seulement on avait la vision politique qui devrait porter tout son sens, mais il y avait aussi la vision économique. Mais malheureusement, depuis 1990, tous les chefs d'État qui se sont retrouvés à la tête de notre pays se sont davantage investis dans le volet politique. Ce qui a fait que, quand vous prenez n'importe quel jeune et vous lui posez la question de savoir quel était son rêve ou quel est son rêve, il vous dit tout de suite qu'il a envie d'être un politicien, qu'il a envie d'occuper un poste politique. Bien qu'il n'ait pas fait la formation. Il veut se retrouver à un poste politique. Parce que malheureusement, comme je le signifiais, les chefs d'État élus depuis 1990 ont toujours œuvré pour que nous puissions avoir de la stabilité politique. Et donc, quand quelqu'un se retrouve nommé à un poste politique, ça engrange systématiquement des ressources financières, des ressources matérielles. Et donc, le jeune a envie de grandir subitement. Et il se dit, dès que je me retrouve à un poste politique, je pourrais faire comme tel député, je pourrais faire comme tel ministre. Mais quand le président Patrice Talon a été élu le 20 mars 2016 et qu'il a prêté serment le 6 avril 2016, systématiquement, il a voulu faire changer de paradigme à notre pays. Et donc, on est parti d'une nation hautement tournée vers la politique vers une nation tournée vers l'économie. Et donc, désormais, ce n'est plus une question de vous avez un parent dans un ministère, vous l'appelez pour qu'il puisse vous placer à un poste politique. Désormais, ce qui se passe, c'est qu'on met en place une unité de production et on vous demande d'aller travailler dans cette unité de production pour créer ce qu'on appelle la richesse. Et le témoignage le plus plausible devient donc la GDIZ. Est-ce que vous aviez constaté qu'il y a eu autour de la GDIZ de la communication à outrance, comme on le faisait de par le passé? Non. Quand vous regardez même les images,
vous vous posez la question, regardez, à quel moment on a pu installer tout ça? Vous-même, quand vous regardez, vous vous posez la question de savoir quand est-ce que notre pays a eu la chance de voir installer autant d'usines, autant d'équipements. Et pourtant, c'est sourd, ça a été fait. Dans le silence. Dans le silence. Parce que celui qui a cru en cette vision-là savait effectivement ce que ça pourrait apporter comme richesse à notre pays. Je suis convaincu que au moment où il avait démarré ce projet de la zone industrielle de Glodjibé, s'il y avait de la communication politique à outrance, comme nous en avions l'habitude, c'est sûr qu'on ne serait jamais parvenu à ce résultat. On lui aurait mis le bateau dans les roues. Évidemment, parce qu'on aurait imaginé un peu ce à quoi ça représenterait. Donc, à partir de ce moment-là, on ne le laisserait pas travailler. Donc, pour moi, quelque part aussi, nos anciens chefs d'État ont souffert de la communication politique. Absolument, absolument. Ils ont sans doute porté de très bons rêves pour ce pays, mais malheureusement, la communication politique a été une faiblesse. La communication politique les a desservis. Ça les a desservis. Comme on peut dire. Vous savez, il y a deux choses que vous avez dites sur lesquelles je vais revenir. Je démarre d'abord par la communication politique. Il n'y avait pas ça seulement. Il y avait le fait qu'il y avait très peu parmi eux qui avaient l'audace de l'actuel président. On peut lui reprocher tout, ça je le dis, hein, mais son audace, il l'a. C'est un homme d'action. Voilà, c'est un homme d'action. Il agit, il a la vision et il va jusqu'au bout. Et ça, c'est ça qui force le respect chez lui aujourd'hui. Oui, quand on parlait d'audace, je peux aussi me permettre de parler d'audace avec le président d'Icéphore Soglo. Parce qu'en 1989, le taux de croissance dans notre pays était à moins 3%. Mais à un moment, il était devenu complètement politique. Non, attendez. À un moment, il était obligé de devenir complètement politique. On va suivre. Je dis, le taux de croissance était à moins 3%. À moins 3%. En 1989. Et en 96, on est Et en 96, on s'est retrouvé à 6%. Je suis complètement d'accord. Et tout ce que le président Soglo a fait dans le temps, ça lui a valu même un surnom, le bâtisseur. Le bâtisseur, oui, c'est vrai. Donc, il a travaillé... Hercule, c'est Hercule. Oui, donc finalement, je ne sais pas que je balaie du revers de la main tout ce que les autres ont fait. Mais je dis à un certain moment, eux, ils ont été rattrapés par la politique. Parce que lorsqu'on veut prendre une décision, il y a beaucoup de sons de cloche qui viennent. Et tu es obligé d'avoir une posture politique pour dire, ah, je vais quand même assurer mes arrières, je veux un autre mandat, je veux ci, je veux ça. Mais celui-ci, le président Talon, mais il n'a rien à foutre de ce que quelqu'un dit. Il n'a rien à foutre des sons de cloche qui viennent pour l'empêcher d'aller vers sa vision. Et moi, quand je vois Glodjibé, je me dis, la GDIZ, le miracle industriel de Glodjibé, pardon. Je me dis, finalement, pourquoi est-ce qu'on continue de critiquer l'homme sur un certain nombre de choses? Il y a des gens qui se lèvent un bon matin et disent non, ce n'est pas la portion de route qu'on a faite à tel endroit. Seul ce miracle permet aux gens de la boucler. De 1960 jusqu'en 2024, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, toutes les zones industrielles qu'on a voulu construire au Bénin sont restées à l'état de projet. Je suis entièrement d'accord. Et lui, il se lève, il en fait une réalisation. Non seulement il en fait une réalisation, mais une belle réalisation. Je n'ai pas encore visité, mais je pense que le jour où je vais visiter, ne cherchez c'est le lieu, je vais vous dire. Ne cherchez même plus à visiter, je vais visiter. Allez taper Internet et regardez. Le jour où je vais visiter ça, je viendrai devant la GDIZ comme ça et je vais dire, je n'aime ça. Je vais vous dire un truc pour que vous puissiez prendre vos dispositions. J'ai bien envie. Avant de vous rendre à la GDIZ, il faut que vous puissiez prévoir au moins 3 heures de temps. Si vous ne prévoyez pas 3 heures d'horloge, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas faire le tour. Pour ne pas dire 5 heures. C'est-à-dire le minimum. Il ne nous reste pas plus que 3 minutes. Oui, 3 minutes très rapidement pour finir quelque chose. Il y a quelque chose à souligner et qui me fait plaisir et j'ai bien envie d'embrayer et d'accélérer dessus pour mieux montrer aux Béninois à quel point nous avons plus ou moins évolué. Il y a beaucoup de choses encore. Il y a ce régime aussi à cet âge, on est d'accord. Mais aujourd'hui, la vie politique au Bénin ne se limite plus seulement à l'aspect politique des choses. On parle politique à longueur de journée. Et lorsqu'on a fini de parler politique, on vient... Oui, c'est ça, la propagande politique, toutes ces choses-là. Je résume. Et dès qu'on a fini, on parle des malversations.
C'était ça, la vie politique chez nous. La vie publique chez nous, c'était ça essentiellement. Au point où la jeunesse pensait que le seul ascenseur social qui existe, c'était de devenir un homme politique pour pouvoir devenir un homme riche. Et les week-ends, il n'y avait pas de temps. Voilà. Tous les week-ends, les voitures sont sur les routes, c'est des manifestations. On va dans les manifestations, voilà. Et... voilà. Et donc, il y avait ça. Mais aujourd'hui, la vie politique ne se limite pas seulement à l'aspect politique des choses. On parle désormais au Bénin d'économie, on parle d'infrastructures sportives, on parle d'infrastructures routières, on parle d'infrastructures dans tous les secteurs, on parle de culture, on parle de toutes ces choses-là. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, je dis et je répète, c'est une chance pour nous d'avoir eu ce régime-là. Oui, on va me dire non, il est devenu partisan, journaliste partisan. Non, pas du tout. Regardons les choses avec beaucoup de lucidité. Prenons de la hauteur et regardons bien les choses. C'est votre mot de fin. C'est votre mot de la fin. Parce qu'aucun régime, ça sera mon mot de la fin, aucun régime au Bénin, depuis que le Bénin est indépendant, de 1970, enfin 60 jusqu'à aujourd'hui, aucun régime n'a pu faire ce que ce régime-là est en train de faire. Aucun, absolument aucun. Ça, vous êtes devenu... Donc, je dis et je le répète, non, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais je dis et je répète, c'est une chance pour le Bénin d'avoir eu le président Talon à un moment. Malgré cet art, malgré ses revers, malgré tout ce qu'on peut le reprocher. Et c'est ça aussi la qualité des grands hommes. Je vais suivre, ils ont cette dualité-là. Je vais suivre le conseil des ministres de la semaine prochaine. Je vais suivre le conseil des ministres de la semaine prochaine pour voir si quelque chose va se passer. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai aucune ambition politique. J'ai entendu des choses. Je n'ai aucune ambition politique. N'importe qui peut faire une enquête sur moi. Votre mot de la fin, est-ce que vous ferez mieux que lui Est-ce que vous ferez mieux que lui pour votre mot de la fin? Oumar venait de présenter ses mots de la fin. Est-ce que vous ferez mieux que lui? Je pense quand même qu'il nous revient. Vous direz mieux que lui? Je pense qu'il nous revient en tant que citoyen béninois d'avoir l'audace de la vérité. Cette vérité qui nous permet de reconnaître aujourd'hui, quoi qu'on puisse reprocher à notre actuel chef d'État, qu'il est parvenu... Qu'est-ce que vous lui reprochez? Il a déjà débloqué plusieurs millions pour l'audit du fichier électoral. C'était une parenthèse. Le temps est passé. On va revenir là-dessus. Vivement que vienne le mercredi pour qu'on en parle. On va revenir là-dessus. Oui. Donc, quoi qu'on lui reproche, il revient à chaque citoyen béninois d'admettre qu'il est parvenu à hisser notre État au rang des grandes nations. Et ça, ce n'est pas que lui qui vit cette fierté. C'est chaque citoyen béninois qui la vit. Et par conséquent, continuons pas à prier pour lui, continuons pas à porter notre nation en prière et que les échéances générales de 2026 soient des échéances au cours desquelles nous puissions travailler davantage à revivre le sens de la paix. Merci à vous. Hugues Hector Zogo, je rappelle que vous êtes analyste politique, vous êtes journaliste, directeur de publication de l'Indépendant, vous êtes écrivain, essayiste. Merci pour avoir participé à ce débat de ce 21 février 2025. Il y a de cela quelques années, plusieurs dizaines d'années, nous étions à la Conférence nationale des forces vives de la nation. Nous avons une pensée pour ceux-là, les délégués qui sont encore vivants et qui ont participé à cette conférence nationale. Merci à vous tous pour la pierre que vous avez apportée à construire cette nation et à enraciner la démocratie. Oumar, allez un jour. Merci. Écoutez, tout le plaisir a été pour moi. Moi, ma prière, une petite prière juste pour tous les membres du gouvernement. Il y a un d'entre eux qui est parti, que Dieu les préserve, ne serait-ce que pour le travail qu'ils sont en train de faire. C'est formidable, que rien de grave ne leur arrive. Merci. Amen, on va dire. Vous êtes journaliste, vous êtes analyste politique, vous êtes. Je pense quand même que l'on soit mouvancier ou opposition, lorsqu'on visite, ou opposant, j'allais dire, lorsqu'on visite la GDIZ, ce miracle industriel, l'on devient automatiquement amoureux et donc on tombe, on devient tombeur. Et vous comprenez que la GDIZ, certes aujourd'hui la fierté du Bénin, et il faut en parler.
autour de nous. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Et le devoir vous appelle et nous appelle. Prenez soin de vous. Surtout, attention sur nos routes pour ceux qui vont voyager ce week-end. Et d'ici à là, portez-vous bien. À bientôt.